Bon, moi, je pense qu'il faut avoir une appréciation générale de la situation. On ne peut pas partir de questions prises séparément les unes des autres, comme par exemple la question d'Alex sur le temps de travail. Moi, je suis pour la réduction du temps de travail, comme militant CGT et comme salarié tout court. Bon, c'est une question qui ne se discute pas. Moi, ce qui m'importe dans les discussions des comités de résistance et de reconquête, supposer qu'on veut véritablement aller vers une réduction du temps de travail sans perte de salaire, avec le maintien des garanties de quelque chose, c'est-à-dire donner du travail aussi à ceux qui n'en ont pas, tout en ayant plus de richesse pour ceux qui produisent. Ça, finalement, ça se résume à ça, la question du temps de travail. Je suis obligé de m'affronter au gouvernement et à ces ordonnances qui ont prévu de pousser les journées de travail jusqu'à 12 heures en jour comme en nuit, et les semaines de travail jusqu'à 60 heures. Donc, mon camarade Bernard Thibault, il est très gentil quand il dit ça, je suis d'accord avec lui. Sauf que quand il fait l'impasse dans les déclarations de la Confédération, de ma Confédération, et comme toutes les fédérations le font, et c'est la CGT, mais on pourrait prendre les autres, souvent dans les déclarations, moi j'ai intervenu lundi matin de cette semaine dans une réunion pour indiquer que j'étonnais, dans un communiqué qu'on avait fait, les mots gouvernement, état d'urgence sanitaire, ordonnance, et la liste est longue, n'étaient pas cités. Un texte, ça dit ce dont ça parle, et puis ça dit aussi ce que ça oublie de dire. Bon, donc le gouvernement, il ne se serait donc pas un problème. Donc on pourrait dire, avec des bons arguments, convaincre, en le mot de Bruno, le patronat, le gouvernement, de faire l'inverse de ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça me paraît un peu curieux. Moi, je considère que j'ai une position. C'est pour ça que je suis dans les comités de résistance et de reconquête. Je pense qu'au lieu de faire ce pourquoi ils dirigent les organisations ouvrières qui restent dans ce pays, les principales organisations de masse, ils font l'inverse. Ils protègent le gouvernement. Et je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez pas parce que ça vient de sortir. Vous savez qu'au niveau de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et l'Union européenne ont prévu de déverser notamment 500 milliards d'euros, c'est du papier-monnaie, c'est la monnaie de singe. Et c'est les imprimeries qui sortent à la régie pour fabriquer du papier. 500 milliards pour venir en aide en particulier aux entreprises, au capital. Et là, donc, il y a, je n'ai même pas lu, les secrétaires généraux français de la CFDT, Laurent Berger, avec Martinez de la CGT, avec Verrier de FO, avec les gars de la CFTC que je ne connais pas, d'autres, ont écrit une lettre à l'Union européenne pour dire c'est bien, ça va dans le bon sens, il faut faire plus. Dans le cadre des traités, dans le cadre des centaines de milliards d'euros qui sont déversés au compte du capital. Bon, alors j'ai vu passer d'ailleurs une déclaration d'une UD syndicale, de l'UDFO de Paris d'ailleurs, qui fait, je crois, allusion à cette question qu'on peut pas. Donc le problème, il est quand même que les travailleurs ne peuvent pas compter, il faut dire les choses, ça m'embête de le dire, il faut le dire, parce que c'est la vérité, ne peuvent pas compter sur le sommet des directions syndicales pour les aider. Donc, il se passe ce qui se passe, c'est-à-dire que dans toute une série de secteurs, et moi je vais prendre un exemple, si mon micro il se passe des manifestations qui, dans une large mesure, ont un caractère spontané, notamment dans le secteur hospitalier. Il y a eu plusieurs manifestations dans des CHU, dans des centres hospitaliers psychiatriques divers, il y en a une trentaine au moins, que je connais moi,
où il y a eu plusieurs centaines, même à Robert-Debré, pas loin de 1000 hospitaliers qui ont manifesté, et ils profitaient d'une situation où ils pouvaient manifester en étant plus de 10, sans respecter les mesures dites de distanciation sociale, comme dans le hall du CHU de Saint-Étienne, parce que vous avez vu les images. Oui, voilà. C'est social, physique, oui, tu as raison. Parce que, entre guillemets, ils disaient, on ne peut pas nous taper sur la gueule parce que c'est nous les héros. Ils retournent l'arme des applaudissements et du discours pour se ménager un espace de liberté. Ils ont raison. Sauf que la deuxième manifestation à Robert-Debré, il y a eu 3 gardes à vue et il y a des dizaines et dizaines de verbalisations qui sont en train d'arriver. Donc ce gouvernement, il ne change pas les mesures qui sont annoncées tous les jours. Là, j'ai écouté un peu le truc sur le plan de relance automobile et machin. C'est les mêmes mesures. Les annonces qui ont été faites sur le Ségur de la santé, et on continue comme avant, et on fait même plus. Comment il s'appelle, le Premier ministre Philippe explique qu'il ne faut pas remettre, il faut des moyens, mais il ne faut pas remettre en cause les axes et la gouvernance de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, il continue comme avant. Donc, on va au choc, on ne va pas au choc. Donc, au sommet, même s'ils continuent, ils prétendent continuer comme avant, ils sont inquiets. Ils sont inquiets parce qu'ils s'aperçoivent quand même que dans plein de secteurs, les gens comprennent que l'état d'urgence sanitaire, qui n'a pas sanitaire, non, c'est un état d'exception tout court. Qui prend toute une série de libertés, qui prend toute une série de droits qui sont codifiés dans le code du travail, les conventions collectives, les statuts, les accords collectifs, je vais en parler, pour poursuivre les buts qui sont les leurs en compte du capital. Bon. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut se réunir à centaines pour écouter une messe ou je ne sais quoi, ou toute une série de trucs, mais on ne peut pas manifester à plus de 10. Alors ça, on ne peut pas l'accepter. Il y a eu Gilets jaunes de Marseille, je crois, dans un des comptes rendus que j'ai vu de votre délégation permanente en visioconférence, la Céline, il disait jusqu'à quand on va accepter d'obéir. Je ne suis pas un fanatique en soi de la désobéissance civile, ça ne veut pas dire grand-chose très souvent. Là, je suis pour. On va le respecter. Donc, on a commencé à expliquer qu'il fallait organiser des manifestations physiques, même si on se protège, et qu'à la limite, on met 30 mètres entre deux groupes de 10 pour dire, nous, on est un groupe de 10. On peut ruser. Bon, jusqu'à un certain point, on peut ruser. Je pense que c'est. Il faut poser la question de la responsabilité des directions au sommet qui ne le font pas, qui n'aident pas. C'est quand même le but essentiel des comités de résistance et de reconquête. Et moi, j'ai été sollicité, et donc dans le journal d'information OER cette semaine, j'avais écrit une contribution, une interview il y a une semaine au sujet de ce qui se passe dans mon secteur, il vaut mieux parler du secteur qu'on connaît mieux, c'est précis, qui est la Poste. Et puis en même temps que j'avais écrit, puis on avait discuté avec, c'est moi qui signais l'interview, mais c'était quelque chose qui était plus collectif. C'est la forme. Et puis je disais en même temps, il y a un conflit qui vient de se déclarer en Corse où personne ne parle. C'est pas clair dans la presse Corse Matin, Corse Info, toute une série de trucs, on n'arrive pas à avoir les infos. Si on était capable d'aller chercher des infos sur ce qui s'est réellement passé, l'issue du truc, je pense que ce serait mieux de faire une interview des gens sur place que de donner la parole à moi. Après, les gens sur place, ils ne diront pas des choses que je vais dire, mais commençons par la réalité de la vie qui se mène. Donc, pour ceux qui lisent Information hier, c'est syndicats, ceux qui ne le lisent pas le lire, il y a eu la semaine dernière l'interview d'un responsable régional qui rendait compte de ce conflit au centre de tri d'Ajaccio. Depuis, j'ai pris contact, moi personnellement, avec une camarade de ma fédération, dont j'ai découvert accessoirement qu'elle était tête de liste aux élections municipales. À Ajaccio, les élus François c'est comme ça. Donc, c'est intéressant qu'elle ait découvert ce point. Et puis, responsable, de fil en aiguille, avait donné le téléphone du responsable du syndicat CGT, de mon homologue de là-bas. Bon, et le gars m'a envoyé, lundi matin, en milieu de matinée, le protocole de fin de conflit.
Je vais vous lire, c'est pas très long, ce qui paraît dans l'information d'ailleurs, parce qu'on a complètement réécrit le truc pour tenir compte de la réalité et donner des éléments supplémentaires. Donc voilà ce qui est écrit. Depuis le 11 mai, les postiers sont sous le coup d'une réorganisation nationale géante qui foule aux pieds toutes les organisations de travail existantes, y compris celles mises en place par voie d'accord collectif. Cette réorganisation de tous les établissements courrier-colis, que les patrons de la Poste présentent comme transitoire alors qu'ils la prévoient au moins jusqu'à fin 2020, va faire l'objet d'une consultation au comité technique national le 10 juin, histoire d'entériner coup de force. Je ne rentre pas dans les détails, mais normalement, quand il y a des réorganisations, les instances représentatives du personnel, en privé comme en public, elles sont consultées avant. Là, c'est après. Bon. C'est pour dire, c'est pour essayer de se couvrir. C'est un coup de force. Et voilà. Dans ce contexte, que les postiers du centre de tri d'Ajaccio est imposé par leur grève de 2 jours à quasiment 100%, avec leurs syndicats unis, CGT, FO, SPC, c'est le syndicat des travailleurs corses, le retour à l'organisation antérieure constitue une victoire d'autant plus significative qu'on prétendait leur imposer la loi du silence. En effet, le protocole de fin de conflit, refusé à juste titre par la CGT et FO, tout le monde a repris le travail parce qu'ils ont eu satisfaction, mais le texte, ils ne l'ont pas signé. Stipulé, aucune communication externe et interne ne sera faite sur les modalités de cet accord, et donne la raison, aucune exception au schéma national ne pourra être demandée ailleurs. Selon mon camarade Ricky Albertini de la CGT FAPT du CT d'Ajaccio, c'est en effet le directeur courrier-colis national Philippe Dorche qui aurait été bloqué la situation. Ce que confirme encore ce matin, c'est le siège national de la Poste qui a donné son accord à la direction régionale pour satisfaire aux revendications. Pourquoi donc, pour le PDG de la Poste et son directeur général adjoint, fallait-il tout à la fois que la grève s'arrête au plus vite et que le résultat en soit tenu secret? Tout simplement parce qu'il en va de leur capacité à la Poste du jour d'après, à passer à la Poste du jour d'après, avec une distribution réduite au minimum, le samedi notamment, comme prévu par la future 4e directive européenne postale. Vous voyez, il y a une petite note qui explique ce qui prépare, et sans commune mesure avec ce qu'on a déjà subi, pourtant la Poste a subi bien des coups. La profitabilité accrue exigée par le nouvel actionnaire majoritaire, la Caisse des dépôts et consignations, implique dans ce cas de dégager le maximum de gains de productivité. Supprimer tous les jours de RTT des facteurs, c'est moins 10% d'emploi. Donc, là déjà, sur le premier mois, il y a 20% des salariés précaires de la Poste, qui sont 46 000, qui ont été renvoyés. D'ici début juillet, ils seront 60% à avoir fait leur fin de contrat et ils ne sont pas repris. Ça fait 30 000 personnes. Ça se fait en ce moment, c'est déjà en cours. Donc, le travail, un samedi sur 4, c'est moins 12,5%. Et à la clé, une flexibilité tout azimut qui suppose d'en finir avec le statut du facteur titulaire du tournée. Spécialiste. Quels sont les enjeux énormes, c'est la conclusion, qui explique qu'au plus haut niveau, la décision politique a été prise de reculer le comité au centre de triagation, la direction mesurant le risque immédiat d'une extension de la grève et voulant à tout prix pacifier la situation avant la consultation du comité technique national. Moi, je pose la question comme militant, je l'ai posée dans mon instance syndicale, par ailleurs. Ça a provoqué un très très lourd silence. N'est-il pas alors nécessaire et urgent d'informer les postiers de ces faits, de les appeler à en débattre en assemblée du personnel, à l'appel de leurs syndicats et de leur fédération? Ils sauraient, à mon avis, en tirer les leçons pour élaborer ensemble le mandat revendicatif
et décider des moyens de riposter, y compris dans le cadre d'un préavis national de grève, pour le retrait de l'organisation nationale transitoire, le maintien de tous les emplois et de tous les droits du titulaire de journée, etc., etc. On peut évidemment mettre une page entière de revendications très précises, il faut le faire. Eh bien, je peux vous dire que quand j'ai causé de ça lundi matin, il y avait la responsable régionale dont dépend la Corse, il y avait le responsable national des centres de tri. Le mec des centres de tri n'était pas au courant, parce que localement, ils n'ont pas signé le protocole de fin de conflit. Et quelque part, comme ils sont sous la pression, ils n'en causent pas de ce qu'ils ont gagné. C'est la réalité, c'est une vraie pression, c'est une bataille de chiens au sommet, et dans tous les domaines, c'est ça. Donc, le but, moi c'est pour ça que je demandais à Céline, est-ce que le but de la conférence, la visioconférence de samedi déroulée, est-ce qu'il est précisé? Parce qu'aujourd'hui, le centre de l'affaire, c'est de faire, je dirais, de briser le barrage, dire, contre-révolutionnaire, je vais dire comme ça, que dresse face à la colère des gens le sommet des organisations. Vous voyez plein de gens qui disent on réfléchit sur le jour d'après. Moi, je suis pour réfléchir au jour d'après. Et qui c'est qui va mettre en œuvre les mesures? Il faut déjà se débarrasser de ceux qui sont là. Il faut déjà empêcher que celles qui s'appliquent. Et ça, c'est concret. On ne fera pas ce impasse. C'est un élément, et donc je crois que ça doit quand même être ça la discussion, parce que le truc positif, c'est que 2 jours après la réunion, c'était tout à l'heure, le responsable national des centres de tri m'a appelé et me dit tu l'as le protocole, tu pourrais me l'envoyer. J'ai dit bah oui, je vais te l'envoyer, mais est-ce que je peux te lire un truc? Je lui ai dit ça, le mec était d'accord. J'ai dit qu'est-ce qu'on fait? C'est quand même un truc terrible, ça. Il y a un comité technique national, on est tous les patrons dans tous les secteurs qui réorganisent un boulard, puis un boulard et un boulard, donc ils divisent. Il n'y a jamais des conditions pour d'un seul plan pour que tout le monde tape dessus. Là, il y a une réorganisation nationale qui s'applique à tout le monde. Différentes formes, mais elle est pour tout le monde. Est-ce qu'on organise une action nationale à la Poste le jour du comité technique national, le 18 juin? Le 16 juin, c'est dans les hôpitaux. On y va ou on n'y va pas? C'est ça la question. Alors, je vais parler fort et beaucoup articulé parce que comme je travaille au CHU, j'ai un masque actuellement. Et donc, c'est pas facile de parler clairement. Pour moi, dans le constat, j'aimerais revenir sur un truc qui est qu'en fait, on a la mise en place de la stratégie du choc. On a une crise sanitaire, on a des gens qui ne peuvent plus vraiment se regrouper, se rassembler, discuter de vive voix. On voit qu'on a du mal à organiser des réunions parce que les moyens technologiques sont toujours un peu compliqués à mettre en place. Et en face, on a des gens qui en profitent pour, donc on a dit de nombreuses reprises, attaquer le code du travail, attaquer les protections des travailleurs, tout simplement pour faire des bonds en avant dans leur programme de domination du capital sur le travail. Donc, cette stratégie du choc, elle nous pose un problème qui est comment est-ce qu'on fait pour informer alors qu'on ne peut pas se réunir et comment on fait pour se mobiliser alors qu'on ne peut pas, encore une fois, se réunir en plus de 10 en manifestation, toujours à géométrie variable, parce que, comme on l'a dit, la manif a dit qu'il n'y a pas le droit, mais se regrouper à une certaine chose, ou aller au puits de fou, c'est pas vraiment un grand problème. Ils ne font pas des groupes de 10, quoi. Donc, face à ça, moi, il y a un point que j'aimerais soulever aussi, c'est que dans la réponse qu'on doit organiser, il faut désigner comme invalide tout ce qui a été voté à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, qui est censée nous représenter, à ce moment-là, actuellement, ne nous représente pas. Ils sont 70 députés grand max, et c'est les chefs de groupe qui votent pour représenter tous les autres députés. Donc, il n'y a aucune nuance dans ce qui est l'examination des textes. Notamment cet état d'urgence sanitaire qui a été voté.
Et tout ce qui est question du gouvernement aussi, hein, d'ailleurs, il ne peut pas y avoir de contrôle de l'exécutif par le Parlement. Donc les textes de loi qui sont votés actuellement ne relèvent pas d'un débat et d'un examen de texte. Déjà que c'est difficile avec l'hégémonie du groupe En Marche, il faudrait qu'on puisse faire entendre la non-validité des votes qui ont été effectués durant le confinement et durant cette première phase de déconfinement, parce que ça continue. Face à ça, du coup, qu'est-ce que j'avais à dire aussi? J'avais trois trucs. Donc oui, il y a ce CNNR, le comité de nouvelle national de nouvelle résistance là, qui est en train de se monter et qui, je fais confiance à ces organisateurs, vont, je pense, se plaquer sur le vrai CNR, qui avait un programme en deux parties. La première partie du CNR, c'était comment est-ce qu'on organise la résistance maintenant, sous l'occupation. Et la deuxième partie, c'est quel programme on va se mettre d'accord pour appliquer juste après. Et comme c'est Gilles Perret qui est un peu dans le bureau de ce CNR en partie, Gilles Perret qui a fait la sociale et les jours heureux, on peut faire confiance pour que demain, quand les premières lignes vont commencer à être en ligne, demain, on puisse participer ensuite derrière, parce qu'ils veulent faire ça de manière participative, ils vont proposer des axes et ça sera aux gens de s'en saisir pour l'enrichir. Et là, on voit le double aspect de ce CNR, c'est réagir comme comment résister à cet état d'urgence qui nous tombe sur la figure, mais aussi préparer un après. Je n'ai pas entendu, donc réagir. Les deux aspects, ça va être réagir à ce qui nous tombe dessus, c'est-à-dire cet état d'urgence sanitaire et cette stratégie du choc. Donc une réaction court-termiste pour organiser de la résistance, hein, c'est dans le titre. Et le deuxième aspect, c'est en fait un objet de moyen terme qui est comment est-ce qu'on fait un programme qui rassemble pour 2022. Et c'est ça qui va se produire. On voit déjà la gauche bourgeoise qui essaye de s'allier avec les écolos à nous tirer des filets d'eau tiède en nous faisant des tribunes dans l'Obs. Et là, à côté, on a ce truc-là qui, pour moi, je mets beaucoup d'espoir dedans, à se dire un CNR et CNNR qui reprend cette symbolique et ces affects importants du CNR, ça peut être très fortement mobilisateur. Et j'espère qu'on va pouvoir les soutenir et de peser de tout notre poids sur les mesures qu'ils vont proposer. Pour derrière, et bien effectivement, l'enjeu, c'est 2022. On a dit plusieurs fois dans cette réunion, avec un gouvernement celui qu'on a, on peut rien faire. Et je suis d'accord, c'est pas Macron et ses copains qui vont nous sortir de la mise. Ils vont plutôt organiser la stratégie du choc, comme on le voit, ils sont en train de le faire. Ils sont copains de l'Union européenne et on a aussi évoqué les directions syndicales. Donc, il y a une question de la base, et comment la base est sursaisie. Ça, c'est le problème qu'on a toujours. Donc, voilà ce que je voulais dire un peu sur ces points-là. Il faut voir, demain, il va se produire un truc avec ce CNR, il faut voir et être attentif aux mesures qui vont en sortir. Voilà ce que je voulais dire. Donc, je voulais reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure. À savoir que, comme je suis souvent sur Internet, donc il y a pas mal de gens, et notamment des psychologues, des docteurs, mais c'est pas quel par exemple, docteur Delegri, monsieur et madame, hein, Raoul, hein, que tout le monde connaît, puisqu'ils sont en train de lutter actuellement. Et il y a aussi la psychologue Pinson Charlot, qui vient d'écrire quelque chose de très important. Hein, je pense que là aussi, c'est à mettre c'est à prendre au pied de la lettre et puis développer un petit peu tout ce qu'ils ont pu lire. Puisqu'on ne va pas continuer, comme je disais tout à l'heure, avec des menteurs, des méprisants, etc. Donc, je crois qu'il faut absolument qu'on constitue quelque chose de façon à ce qu'on balance tout ça à la flotte, parce que c'est pas possible. Hein? Actuellement, on est dans un système qui, on le sait tous, hein, le système capitaliste qui domine les peuples, qui les bafoue, etc.
Et puis ben, pas de salut avec tout ça. Et puis cette Macronie qui est justement la co-transmission de ce système. Hein, donc c'est le fait avant tout. Alors, moi je pense qu'il y a eu le CNR qui a été créé. Bon, eh bien, je pense qu'il faut qu'on s'attache un petit peu à ce qu'on crée quelque chose un peu sur cette base-là, de façon à ce que les salariés puissent avoir voix au chapitre qui n'est pas le cas actuellement. Oui, moi, il y a plusieurs choses qui me frappent. Par exemple, dans ce qu'a dit Gilles, quand il parle de bon, voilà, la stratégie du gouvernement de faire descendre aux échelons de plus bas les pseudo-responsabilités, c'est frappant parce que effectivement, on a l'impression que le but, c'est de monter les gens les uns contre les autres. Et surtout, il n'y ait pas de solidarité. Une autre chose qui me frappe comme de prime abord absurde, enfin irrationnelle, c'est que la politique de l'emploi, la politique économique qui est mise en place, semble être faite pour augmenter le chômage, pour l'augmenter. Et alors on entend Macron comme ça, comme une espèce de propos volé qui dit hypocritement ah oui, oui, puis alors le chômage va augmenter, on va souffrir. Tu me parles, pardon, excusez-moi, j'ai dit des gros mots. Mais c'est pas lui qui va souffrir, quoi, c'est clair. Mais c'est vraiment une manière d'écraser. Alors déjà, il y avait eu le nouveau règlement de l'indemnité de chômage qui a été suspendu, mais qui va arriver, et qui était clairement fait pour rendre les gens complètement paralysés, incapables, pour peu qu'ils aient un petit bout d'emploi quelque part, surtout, ne pas le lâcher, rien demander, ne sûrement pas faire grève et sûrement pas aller manifester. Donc voilà, on va avoir vraiment ce sera peut-être l'armée des ombres, pour prendre mais ce sera plutôt l'armée des zombies, quoi. C'est-à-dire que si on ne travaille pas à temps, les gens vont être très, 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 voilà, sidérés. Alors déjà, avec la peur, bon, comme par les Claudine, la peur de la contagion, enfin, je comprends ça, hein, parce que moi, je suis pas un perdreau de l'année non plus, et je me dis, au fond, moi aussi, je suis personnaliste, pas loin, en tout cas. Donc, c'est vrai qu'on a ça, mais je pense qu'il faut absolument se secouer et se dire, tant pis, parce que peut-être mieux prendre ce risque-là, pour essayer de, évidemment, pas faire prendre le risque aux autres, mais pour se réunir, aller en manif, même si c'est interdit, parce que sinon, si on entend, mais c'est content, quoi, la grenouille, elle sera cuite. Donc voilà, une chose, une idée qui m'est venue par rapport à le premier point que je disais, c'est-à-dire la destruction programmée des solidarités entre les secteurs, etc. Je me dis, est-ce qu'il y aurait moyen d'utiliser l'image qui est encore incroyablement lumineuse, l'image des soignants aujourd'hui, pour se dire qu'en fait, il faut que tous ceux qui veulent se battre se retrouvent autour des soignants. Finalement, c'est là qu'il y a quelque chose qui transcenderait, on va dire, justement les jalousies, les envies, les rancœurs qu'il peut y avoir d'un secteur à l'autre. Tout d'un coup, tout le monde va vers les soignants en disant eux, on les soutient. Voilà, nous, nos revendications, quand on a à défendre, là, quand il y a des actions qu'on peut mener, il faut les mener, mais voilà, l'idée d'agréger quelque chose autour du mouvement qui grandirait dans les hôpitaux. Bon, c'est juste une idée qui m'a traversée comme ça. Et puis, juste revenir sur
la diminution du temps de travail avec évidemment maintien du salaire, dans l'optique aussi de faire avancer, de faire mûrir, comme disait Bernard, de faire maturer les gens sur ces idées-là, il faut aussi renforcer nos argumentaires. Et à ce propos, j'ai lu il y a peut-être 2 semaines un article très très intéressant de l'économiste Romary Gaudin sur ça, sur la diminution du temps de travail, avec des chiffres, des tendances, qui montrent vraiment que c'est l'unique solution rationnelle, effectivement, c'est la diminution du temps de travail avec le maintien du salaire. Donc si vous voulez, je vous passerai le lien, je vous ferai cadeau de l'article, je ne vous laisse pas donner un méga. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Salut les amis.